Salut les potos de la youtuberie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau format de vidéo et c'est une vidéo face caméra, vous et moi. Je vais vous raconter une histoire dont j'ai entendu parler quand j'étais en live Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, à cette chaîne YouTube, lâchez un pouce, le commentaire, je vous réponds, les réseaux sociaux, vous connaissez. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc on va y aller direct. C'est parti. Je vais vous parler d'un objet maudit. Non pas de la montre maudite dans la série H pour ceux qui ont la ref. Non seulement elle donne l'heure, mais en plus, elle porte malheur. Mais plus précisément d'un diamant maudit. Et non, il fait pas partie des diamants qui ont été volés au Louvre il y a peu de temps. Je sais pas si vous croyez aux histoires un peu paranormales en général, mais pour ce cas-là, dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si ce format vous plaît, et au moins j'en tournerai d'autres. Évidemment, je suis très bien reçu chez Mediacast Studio à Marseille, on les embrasse, merci à eux. Je vais vous parler du diamant Hope. C'est un bijou maudit qui a plusieurs noms. On l'appelle aussi le diamant bleu de la couronne de France, ou bleu de France, ou bleu de Tavernier. Il s'appelle Hope parce que dans son histoire, un des propriétaires s'appelait Hope. Et derrière sa beauté se cache l'une des légendes les plus sombres de l'histoire de la joaillerie. Ça fait peur un peu quand même, hein. Tout commence au milieu du XVIIe siècle dans les mines de Golconde au cœur de l'Inde. Et il y a deux histoires différentes à propos de l'origine de ce diamant. Il se dit qu'il aurait été volé sur une statue de la déesse Sita, qui est une divinité de l'hindouisme. C'est une incarnation divine de la femme d'un des dieux hindous qui s'appelle Vishnu. Deuxième hypothèse, sur son origine, il aurait été volé sur le front d'une statue en or de Vishnu carrément, un peu comme dans Les Visiteurs pour ceux qui ont la ref, encore une fois. Et pourquoi à la base ce diamant est maudit? Parce que le voleur, il s'était enfermé dans un temple pour voler le diamant. Il l'a pas fait en pleine matinée, un dimanche comme les voleurs du Louvre, évidemment. Le mec, il s'est enfermé et quand il a voulu repartir du temple, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été frappé par la foudre. On reviendra plus tard sur les malédictions du diamant. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Après, il se dit que voilà, la légende de ce diamant, elle est probablement créée par le propriétaire de la mine pour dissuader les voleurs de vouloir le voler. Et les joailliers, ils inventent toute une mythologie pour augmenter la cote de vente. Pas bête. D'ailleurs, son propriétaire, on va en parler. Parce que selon François Farge ou Fargès, je sais pas, je m'excuse François, qui est un minéralogiste et universitaire français, ce diamant, il aurait été acheté par un certain Jean-Baptiste Tavernier dans les années 1668, 4 ans après la création d'une célèbre bière. Mais on n'est pas là pour parler de bière ni de whisky, mais on va quand même parler de JB. Tavernier. Faut suivre là, hein, les amis. Le collègue JB, tu vois, dans sa vie, il est voyageur. C'est comme ça qu'on le décrit. Dommage qu'à l'époque, il pouvait pas faire de vlog, sinon ça aurait été une superstar. Il fait pas mal de commerce avec l'Inde. Et au retour d'un de ses voyages, le gars, il ramène des magnifiques diamants. Un peu comme ton pote qui te ramène des Balenciaga tombés du camion. Lui, il te ramène des diamants tombés du bateau, dont un qui serait incroyable. Il s'agissait à l'époque du plus grand diamant bleu, aussi connu sous le nom de diamant bleu de Tavernier. En 1669, JB il vend le diamant 220 livres tournois. C'est le nom de la monnaie de l'époque, hein. C'est pas le fait de faire un five dans une bibliothèque, je vous arrête tout de suite. Ça fait entre 2 et 3 millions d'euros, je crois. Je suis allé voir un convertisseur de monnaie à l'ancienne. Il y a aussi une autre version, comme quoi il y a un historien qui dit il l'aurait vendu 770 000 livres tournois, 220 000 plus un titre de noblesse. En gros, il coûte super cher, quoi, tu vois. Mais à qui il l'a vendu? À Louis XIV, rien que ça. Le roi de France, le roi soleil, the king's son, comme on dit, tu vois. Et il l'a mis dans son cabinet, le type. Non pas dans des chiottes, je vous rassure tout de suite, mais dans son cabinet de curiosité à Saint-Germain-en-Laye, dans le 7-8, les Yvelines. Et moi, si j'achète un truc comme ça, je le mets pas dans un cabinet de curiosité, frérot. Je le mets dans un coffre-fort, direct, bam. Mais c'est quoi un cabinet de curiosité, vous allez me dire? Ça désigne du 16e au 18e siècle, des lieux dans lesquels on collectionne une multitude d'objets rares ou étranges représentant les trois règnes de la nature, le monde animal, le monde végétal ou le monde minéral. 2 ans plus tard, 2 years later, comme disent ces Américains, le roi y demande à faire retailler le diamant pour le rendre encore plus brillant, encore
plus brillant que ce bleu là. Et il demande à Jean Pitan, le mec il a mis 2 ans à dessiner le truc et à le tailler. Le nouveau diamant, il aurait été appelé le diamant bleu de la couronne de France. Ça claque quand même, tu vois. Et le diamant, il était serti dans une sorte de broche que le roi portait à son foulard, qui est en fait une cravate, lors des fêtes. Vers 1749, son arrière-petit-fils, Louis XV, il demande à ce que le bleu de France soit incrusté sur l'insigne de l'ordre de la Toison d'Or, un ordre de la chevalerie. Et là, vous commencez à vous dire, oh mais il se passe jamais des dingueries, bougez pas, ça arrive, je vous l'ai dit. Et en septembre 1792, les joyaux de la couronne sont volés. Et parmi eux, évidemment, il y avait notre fameux diamant. Direction l'Angleterre, la pierre elle y est retaillée pour être plus facilement vendue. Sa trace est perdue jusqu'en 1812. Petite parenthèse, en vrai, la parure elle aurait été retrouvée en 1795 et après elle a été reperdue. Vive les forces de l'ordre de l'époque. Voilà. 20 ans et 2 jours après, le nombre de jours exact pour qu'il y ait prescription, un diamant bleu de 45,5 carats de forme ovale apparaît outre-Manche. Le diamant, évidemment, il aurait été retaillé pour faire disparaître la vraie pierre, la vraie identité. Il faut attendre 1824-1825 pour qu'on lui trouve un premier propriétaire reconnu en la personne d'un banquier anglais, Thomas Hope. Thomas, il avait acheté à un diamantaire et receleur, Daniel Eliasson, et à ce moment-là, la pierre, elle prend le nom de Hope. Et il y a des histoires d'héritage, ça va de main en main, c'est normal, c'est le drame. Et le petit-fils de Hope, il le cède en 1901 au bijoutier londonien Adolphe Weil, qui le revend au courtier Simon Frankel pour 250 000 $. Et là, il y a encore du passage de main en main, ça ne s'arrête pas, il se passe plein de trucs, et la milliardaire Evangeline Walsh McLean se le fait offrir par son mari, qui l'achète à Paris, chez Pierre Cartier, un des 3 fils d'Albert Cartier. 300 000 $ quand même, le diamant. Et à sa mort, c'est Harry Winston qui en devient le propriétaire, de 1949 à 1958. Et ensuite, il en fait don au Smithsonian Institute de Washington en 1958. Pour rendre le transport de la pierre le plus discret possible, Winston, il envoie la pierre par la poste, 2,44 $. Il a payé ça dans une enveloppe Kraft. C'est incroyable en vrai, tu vois. Ça reste le plus gros diamant bleu découvert à jamais. Et ce diamant, il est toujours visible dans le National Museum of Natural History, se trouvant à Washington DC, où il bénéficie d'une pièce réservée quand même. Et chose incroyable, c'est le 2e objet d'art le plus visité dans le monde. 6 millions de visiteurs après la Joconde du Louvre, 8 millions de visiteurs. C'est quand même incroyable. Maintenant, on va passer au ref du diamant, parce que c'est un truc très connu et il apparaît dans plusieurs séries. Et on commence par South Park. Dans l'épisode à propos d'hier soir, de la saison 12 de South Park, le Hope, il est exposé à la Smithsonian Institute et en fait, il est la cible d'un cambriolage qui est réalisé par Barack Obama et John McCain. Je vous mets quelques extraits, c'est à pleurer de rire, c'est incroyable. 5h14, McCain, habillé en footballeur, entre dans le PC sécurité et coupe l'alarme de la vitrine du diamant. Vive, vous arrêtez! Michel et moi repartons par le tunnel et le trou est rebouché. 5h15, je sors du bureau ovale avec le diamant en sécurité bien caché dans mon anus. On a terminé, merci. Ensuite, autre série mythique dans Les Simpsons. Comme quoi, il y a vraiment un délire avec ce diamant, quoi. C'est dans le 20e épisode de la saison 22. Homer aux mains d'argent. Marge, à un moment donné, elle s'approche du diamant, mais t'as Lisa qui l'attrape par le bras. C'est un petit clin d'œil. Pour ceux qui regardent un manga, Black Butler, c'est avec ce diamant que la bague de ciel a été créée. Et il y a une dernière rêve qui est quand même assez incroyable, un film énorme, Titanic. Parce que j'ai lu que le cœur de l'océan serait notre diamant à nous. Non, non, non. En fait, ce n'est pas notre diamant. Il s'agit de pierres différentes. Le cœur de l'océan est un faux diamant. En réalité, c'est un saphir. C'est James Cameron qui l'a dit dans le making-of du film. Donc, on va le croire, le bon James. Hein. Et ensuite, le cœur de l'océan, il n'existe pas. Il a été inventé pour le film, même si le réalisateur s'est inspiré du diamant Hope. Les copains, on en profite, on n'oublie pas de mettre un like, de s'abonner, de commenter. Je compte sur vous pour jouer le jeu. Évidemment, la vidéo n'est toujours pas sponsorisée.
Ça y est les amis, on y arrive enfin. Les malédictions de ce diamant, mais je vous préviens, je vais les débunk direct. En gros, la légende hindoue, la première, qui disait que le diamant, il avait été arraché d'une statue de la déesse Sita en Inde et que le voleur, il est pris la foudre. Ben en vrai, il n'y a pas tant de preuves que ça, quoi. Voilà, malheureusement, il n'y a personne qui était là et beaucoup de gens disent que c'est le propriétaire qui a inventé cette histoire pour pimenter un peu la chose. Ensuite, le premier propriétaire, notre cher Jean-Baptiste Tavernier. La rumeur, c'est que ce marchand qui a rapporté ce diamant, il aurait fini ruiné et mort en Orient, dévoré par des bêtes sauvages. Et la réalité, c'est qu'en fait, le JB, il est mort tranquille à Moscou à 84 ans. Ouais, c'est ascenseur émotionnel les amis, mais c'est comme ça, tu vois. Louis XIV et sa famille. Alors, les rumeurs, c'est quoi? Évidemment, c'est que lui, il a été possesseur du diamant, il aurait souffert de malheurs familiaux, ses enfants sont morts, ses héritiers sont morts. La réalité, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, les décès étaient très fréquents à cause de maladies et il n'y a rien qui prouve un lien avec la pierre et les décès qu'a connu le roi. Marie-Antoinette et Louis XVI. La rumeur, c'est quoi? C'est que le diamant aurait attiré la guillotine sur la reine et le roi. Désolé de vous dire ça, mais leur exécution, elle est liée aux événements politiques de la Révolution, pas à notre bijou. En vrai, même moi, j'étais dégoûté de savoir qu'il n'était pas si maléfique que ça, ce diamant, tu vois. Mais je trouvais important quand même de faire une vidéo là-dessus. Henry Philip Hope, c'est le frère de Thomas Hope, le premier banquier là dont on a parlé tout à l'heure. Ce banquier, il possédait le diamant à partir de 1839, tu vois. Et sa famille, elle a connu d'énormes difficultés financières. Donc les gens, ils se disent, c'est à cause de notre diamant. Et en fait, ben, les faillites à cette époque, elles sont probablement dues à des mauvaises affaires, des mauvaises gestions. Mais encore une fois, elles ont alimenté la légende de notre diamant. Jacques Collot. Alors lui, je vous en ai pas parlé avant parce qu'il est arrivé comme ça dans mes recherches. Mais je me suis dit quand même, après avoir brièvement possédé le diamant lui aussi, il serait tombé dans la folie et se serait suicidé. Mais car il y a aimé, encore une fois, aucune preuve historique. En plus, on ne savait même pas qu'il existait le Jacques, donc voilà. La princesse de Lamballe. Alors elle, d'après ce que j'ai compris et ce que j'ai retenu, c'est une proche de Marie-Antoinette. Elle aurait été tuée pendant les massacres de septembre 1792 en ayant le diamant sur elle. Sauf que elle a bien été assassinée, mais il n'y a rien qui indique qu'elle avait ce pauvre diamant, tu vois. Evelyn Walsh McLean. Alors elle, par contre, il y a des dramas, les gars. Fait réel. Riche héritière américaine, propriétaire du Hope Diamond au début du XXe siècle. Après l'achat, elle a connu plusieurs tragédies de ouf. Pas très rigolo. Son fils de 9 ans, il est mort dans un accident. Sa fille, elle s'est suicidée. Et son mari, il a sombré dans l'alcoolisme et il s'est ruiné, ok? C'est drame personnel en vrai. Ils ont renforcé encore une fois l'image de notre diamant. Mais malheureusement, c'est la seule qui aurait peut-être un lien avec la malédiction. James Todd, le facteur qui a mis le bijou dans l'enveloppe, tu sais, lui à la base, après avoir livré le diamant au Smithsonian, en 1958, il aurait eu un accident de camion, il aurait perdu sa maison et sa jambe. Et la réalité, c'est quoi? Il a bien eu un accident mais tout petit, et il a vécu longtemps après. Il disait lui-même que la malédiction, en fait, elle était un peu inventée. Voilà. En résumé, les véritables drames, ils sont arrivés à la pauvre famille McLean au XXe siècle. La plupart des autres récits, c'est peut-être des inventions ou des faits, mais sans preuve. Voilà, c'est dommage, mais il y a quand même une histoire, tu vois. Vous pouvez faire des recherches, mais voilà, l'origine de la légende, en fait, c'est un mélange de coïncidences tragiques, d'histoires créées par les revendeurs pour essayer de faire encore une fois monter sa cote et vendre le diamant plus cher. Pour ma part, je pense qu'il y a un peu de vrai, surtout pour la famille McLean, mais le reste c'est peut-être un peu romancé. C'était l'histoire du diamant Hope. C'est un format que je voulais faire, que je voulais tester. Ça faisait quelques semaines que je l'avais mis de côté et en fait, pour tout vous dire, avec l'actualité du braquage du Louvre, je me suis dit faut aller la tourner, faut essayer, et c'est quelque chose qui me plaît d'échanger, voilà, avec vous. Vous savez, je lis tous les commentaires, donc si vous voulez me dire un peu ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. J'ai essayé de rajouter quelques blagues, vous me connaissez comme toujours. En tout cas, j'ai passé du temps à construire cette vidéo. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Si c'est le cas, reprenez-moi en toute bienveillance, il n'y a pas de souci. Si vous connaissez d'autres histoires aussi similaires ou pas, j'ai pris goût vraiment à préparer cette vidéo. Ça a été très long pour ne rien vous cacher. Mais voilà, comme je vous ai dit, vous me dites dans les commentaires et on en discute avec grand plaisir. Encore une fois, merci beaucoup au studio Mediacast à Marseille. Je vous mets l'arrobase évidemment dans la description. Et je vous dis à très bientôt sur 100% JM. Ciao l'équipe!